Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast Allez Vas-y, consacré au passage à l'action. Aujourd'hui, je reçois Alexandra Leguet, fondatrice de Lacrose, qui conçoit, fabrique et distribue des cosmétiques éthiques. Alexandra nous partage son parcours qui l'a amenée à découvrir le monde et à avoir une vision différente sur les autres. Elle nous raconte les différents métiers qu'elle a effectués et ce qui l'a tout doucement fait basculer vers la création de sa société. Je vous invite à découvrir cet épisode qui vous fait voyager et qui vous montre que des produits cosmétiques éthiques, ça existe. Je vous laisse avec Alexandra. Très bonne écoute à vous. Ouais, effectivement, le mot Lacrose, pour moi, ça évoque beaucoup de souvenirs. Enfin, beaucoup de choses, ça évoque des éléments, des souvenirs, des personnes. Donc, effectivement, ce nom Lacrose, il m'a un peu marqué. On est avec Alexandra Leguet, fondatrice de la marque Lacrose. Donc, avant de nous parler de ce qu'est Lacrose, Alexandra, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ton parcours ? Bien sûr. Alors, je m'appelle Alexandra Leguet, j'ai 49 ans. Je viens d'un double cursus en fait. J'ai un diplôme en RH. J'ai fait du management en ressources humaines, enfin du développement en ressources humaines. Et j'ai fait 15 ans de recrutement, de formation, de coaching, en cabinet, en entreprise, en France, à l'étranger. Pour moi, l'humain est très important, justement, et le respect de l'humain, de sa personnalité, de dévoiler ses potentiels, d'exploiter aussi toutes les compétences des uns des autres. C'est important pour moi. Et j'ai bifurqué ensuite vers le développement commercial après avoir repris mes études en 2012. J'ai fait le MBA de l'Institut français de la mode et là, j'ai donc bifurqué vers le développement de marque et j'ai passé 2 ans à Paris avec un artiste qui s'appelle Tsuri Guetta et qui fait de la dentelle de silicone et qui fait du tissu pour la haute couture, qui fait des décos, des bijoux, et je me suis occupée du développement de sa marque en France et à l'étranger. J'ai adoré ce métier, un métier dans l'international, dans la création, et j'ai eu envie d'avoir ma propre marque, en fait, de créer mes propres produits qui rassemblaient tout ce qui me ressemble, et des produits vrais, authentiques, respectueux de l'environnement et de l'humain, forcément, en tant qu'ex-RH. Et c'est comme ça que je suis arrivé à créer Lacrose. Alors on va revenir un petit peu en arrière avant de parler de Lacrose. Tu nous as dit que tu avais travaillé pendant 15 ans dans les ressources humaines en France et à l'étranger. Est-ce que tu peux nous parler de quelques expériences marquantes et des endroits où tu as travaillé à l'étranger pour que les gens aient un peu une notion de ton parcours ? Alors j'ai travaillé au Liban. J'ai travaillé à Beyrouth dans une entreprise de logiciels pour la grande distribution qui avait son siège à Villeneuve-d'Ascq mais qui avait son bureau de développement à Beyrouth, et j'étais responsable RH, donc je m'occupais du recrutement des ingénieurs, de la gestion des ressources humaines, des formations, etc. Et c'est vrai que c'est une expérience extraordinaire. Enfin, je suis comme je suis aujourd'hui parce que je suis partie au Liban, parce que j'ai rencontré des gens géniaux. C'est un pays magique. Tout est beau, tout est bon. Les gens sont très hospitaliers, oui, hospitaliers. Et oui, en fait, et c'est là aussi que j'ai pu voir qu'en fait, on est tous pareils, on vit tous sous le même soleil, on respire tous le même air, et qu'on soit druzes, musulmans, chrétiens maronites, chrétiens orthodoxes, arabes, blancs, noirs. En fait, on est tous égaux et on recherche tous la même chose, le respect, le bonheur, la santé, le succès, le besoin de l'amour de la famille. Et ça m'a vraiment, vraiment touchée. Et surtout, au Liban, je suis arrivé, bon, la guerre était finie malgré tout, mais il y avait quand même encore les Syriens qui occupaient le pays, et ils avaient une philosophie de vie incroyable qui me ressemblait aussi déjà à l'époque et que j'ai fait mienne depuis aussi. C'est carpe diem, quoi, parce que demain, il peut nous arriver tout et n'importe quoi, on peut être mort, mais aujourd'hui on vit. Et aujourd'hui, on est heureux, et donc on fait tout pour justement capturer ça et entretenir ça. Et ça, j'ai vraiment gardé ça de mon expérience au Liban, c'est vivre dans le présent, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc on profite, on aime les gens qu'on aime, on leur dit qu'on les aime, parce que demain, peut-être ils ne seront plus là. Donc j'ai vraiment appris ça de cette expérience. Et qu'est-ce qui t'amène à te retrouver au Liban ? Parce que dans une carrière, il y a plein d'éléments qui font que, ça peut être un élément familial, ça peut être une entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Alors, depuis que j'ai 15 ans, en fait, je me mets des petits rendez-vous dans ma vie, en fait. Il y a plein de choses que je m'étais mis
que je devais faire en fait. Et il y avait faire un MBA, voilà, j'ai fait un MBA, il y avait créé une entreprise, j'ai créé l'entreprise, et il y avait travaillé à l'étranger. Et à l'époque, j'étais en distribution spécialisée et j'ai souhaité partir à l'étranger. J'ai fait une demande à mon DRH et mon DRH m'a dit bah non, tu sais, les ressources humaines c'est très local, donc en fait non. Et en parallèle, j'ai été chassée par un cabinet de recrutement qui me proposait d'être RH au Liban. Et je me suis dit, bah oui, bien sûr, pourquoi pas. Mes parents étaient contre, hein, parce qu'ils avaient l'image de la guerre. Et j'ai dit OK, et j'ai dit au PDG, payez-moi un billet à Beyrouth pour que je découvre l'équipe, je découvre le pays, et je vous dirai à mon retour oui ou non. Et je suis partie 4 jours à rencontrer les gens, à découvrir effectivement l'environnement. J'ai ouvert aucun livre, j'ai pas regardé sur Internet, j'ai pas voulu me mettre de préjugés d'a priori, en fait, et j'ai vraiment découvert le pays comme ça. Et j'ai adoré, et j'ai dit OK. Et de toute façon, j'étais effectivement dans un environnement stable, sécure. Il n'arrêtait pas de me dire mais t'inquiète pas, ici tu es protégé, et je le croyais, et je suis vraiment partie à la découverte. Voilà, c'était vraiment l'occasion qui m'a fait partir au Liban. Et d'un point de vue familial, parce que c'est toute une entreprise aussi, j'imagine, comment ça s'est passé ? Ah, mais j'étais seule à l'époque, j'avais pas d'attache, donc c'est vrai que c'était plus la relation avec mes parents qui était compliquée, parce que mes parents disaient il faut que tu sortes armée, il faut pas que tu te balades toute seule dans les rues, et c'était plus cette relation-là avec ma mère qui était compliquée. Mais malgré tout, je ne me suis jamais sentie en insécurité, jamais, jamais, jamais. Dans n'importe quel quartier, parce que ce sont des quartiers musulmans, druzes et chrétiens. Enfin, la religion est vraiment très présente là-bas. Et je respectais, en fait, dans les quartiers musulmans. J'étais en longue jupe, j'avais des manches, j'étais pas voilée, mais parce que c'était pas besoin. Mais je respectais les critères, en fait, de chaque village ou chaque quartier de Beyrouth. Donc, j'ai jamais eu aucun problème, en fait. Et qu'est-ce qui décide de ton retour en France ? Ou alors peut-être qu'après le Liban, tu as basculé vers un autre pays ? Non, j'ai pas basculé vers un autre pays. En fait, au Liban, il y a eu un clash, en fait, avec un salarié dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Et j'ai trouvé que le traitement du salarié était injuste. Le traitement du salarié par la direction était injuste. Et moi, en tant que RH, je n'arrivais pas à cautionner, en fait, la décision du patron, qui avait décidé de suspendre son salaire jusqu'à ce qu'il arrive, lui, à Beyrouth, parce que lui, il était en France. Et donc, quand on connaît l'importance du travail là-bas pour faire vivre la famille, parce que le salaire, ce n'est pas uniquement pour la personne, c'est pour toute la famille, et le fait de priver quelqu'un de son salaire, je trouvais que c'était hors valeur, en fait. Et donc, je l'ai exprimé clairement. J'ai pris la défense du salarié, et forcément, ça n'a pas plu au patron, qui m'a dit texto, il m'a dit « Comment tu vas faire pour que je retrouve confiance en toi ?» Et là, j'ai dit « Écoute, si tu as perdu confiance en moi, c'est impossible de revenir, tu auras toujours un doute. Donc écoute, laisse-moi rentrer en France dans de bonnes conditions, on s'arrête là, c'était très bien. » Et voilà. Et en adulte, en fait, on s'est entendu, et je suis rentré en France quelques mois plus tard, dans de bonnes conditions. Ok. Donc, ce qui m'intéresse aussi dans ton parcours, tu as parlé après de cette bifurcation, cette décision de reprendre des études. Elle naît, donc tu l'avais mis dans tes petites étapes, mais elle naît à quel moment ? Enfin, comment elle se concrétise, cette bascule de RH où tu avais beaucoup d'expérience et où, entre guillemets, tu étais peut-être dans ta zone de confort. Comment tu décides de basculer vers reprendre des études dans un domaine totalement différent ? Alors, j'étais chez Okaidi à l'époque, j'étais responsable recrutement à l'époque, et chez Okaidi, en fait, ce qui est très très bien, c'est qu'ils proposaient à l'époque, en tout cas, des passerelles entre les métiers. Je souhaitais découvrir un autre univers, je souhaitais découvrir les achats, parce que je travaillais très peu avec eux en recrutement, ils étaient indépendants, et ce qui m'intéressait, c'était de découvrir justement une collection, comment on faisait un pantalon, une blouse, etc. Je suis arrivé aux achats, et en fait... alors j'ai peut-être cette graine d'entrepreneur chez moi, mais j'ai vite compris qu'on perdait les enfants à partir de 10 ans, parce qu'ils ne voulaient plus se faire habiller là où on habillait le petit frère ou la petite sœur. Et donc l'enfant, à partir de 10 ans, partait ailleurs. J'avais 2 garçons qui commençaient à avoir ces âges-là. Pour moi, c'était compliqué de les habiller. Et je me suis dit, tiens,
il y a peut-être quelque chose à faire, une marque pour les garçons entre 10 ans, 14 ans, enfin l'adolescence, après ils vont chez Bisbee ou chez Jules ou peu importe. Donc, j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, bon, j'ai que des épaules RH, je n'ai pas d'épaules business, j'ai besoin d'élargir la carrure. Et comme j'avais dans ma petite liste faire un MBA, je me suis dit, bah, c'est le moment de faire ça parce que je trouvais qu'il y avait vraiment un intérêt. Et je suis rentrée à l'Institut français de la mode, donc en 2012, avec ce projet en fil rouge. D'accord. Et là, d'un point de vue, là cette fois, il y a un point de vue familial très marqué puisqu'il y a des enfants et autres. Comment on décide ça? Comment on décide de changer carrément de parcours? C'est une réflexion qui mûrit. C'est bien évidemment un discours, un dialogue avec l'autre, avec mon conjoint en fait. C'est s'entendre dire, bah écoute, si c'est ce qui te plaît, vas-y, je suis là derrière, etc. Donc effectivement un encouragement. De toute façon, en tant qu'entrepreneur, si on n'a pas quelqu'un derrière de solide et d'encourageant et de positif, c'est vrai que c'est plus compliqué. Donc c'est ça, c'est un dialogue et puis c'est aussi c'était des occasions. On venait de vendre la maison, c'était un nouveau départ. Il y avait plein de critères qui me montraient que c'était le moment en fait. Et voilà, donc je me sentais prête aussi, et donc me voilà repartie dans une autre aventure entrepreneuriale. Et donc après ce MBA, tu nous as expliqué que tu avais travaillé pour un artiste et tu avais voyagé à différents endroits. C'était quoi le travail? Parce que je pense qu'il y a un cheminement intéressant vers la Croze et vers la suite. Alors avec Tsouri, donc Tsouri Guetta, qui est un artiste israélien, c'est comment promouvoir une marque à l'international et comment promouvoir une marque en général. Et donc c'est effectivement rencontrer des clients, prospecter, exposer dans des salons, trouver le marché, trouver le bon discours, trouver le bon visuel, trouver le bon prix, faire des nouveautés régulièrement, etc. Et c'est aussi l'amour du beau, de la matière. En fait, c'est un tout. Et c'est la rencontre avec l'autre. Enfin, c'est beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on a fait et tous les salons, toutes les personnes que j'ai rencontrées me servent, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas me sont utiles aujourd'hui pour le développement de la Croze parce que ce sont exactement les mêmes cibles, ce sont exactement les mêmes salons. Et c'est vrai que du coup, je concentre toutes mes compétences et tout mon savoir-être et mon savoir-faire dans la marque aujourd'hui, oui. Et à l'époque, parce que je pense que c'est un sujet très important aujourd'hui en tant que mère et femme, comment on coordonne sa vie de tous les jours, donc sa vie familiale, sa vie privée, avec autant de déplacements quelle organisation tu avais pu mettre en place et à la limite, c'est presque même des conseils que tu pourrais donner si toi, tu avais trouvé une organisation permettant de voyager autant? Alors effectivement, déjà, je faisais l'aller-retour Paris-Lille, enfin Lille-Paris tous les jours, avec un mari qui voyageait beaucoup en Afrique. Donc c'est vrai qu'avec des enfants qui avaient 9 et 12 ans à l'époque. Donc effectivement, c'était un peu rock'n'roll. C'est vrai que c'est une organisation. J'avais ma mère, j'avais ma belle-mère qui venait de temps en temps, régulièrement, chacune son tour, gérer les enfants. Il y en a un qui est rentré tout seul, enfin le plus grand rentrait tout seul. Il allait chercher de temps en temps son petit frère. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup d'aide de ma belle-mère et de ma mère. Et puis de mon mari quand il était là. Et puis pour les voyages, de toute façon, ce sont des salons, donc c'est organisé à l'avance. On sait qu'on part 10 jours à New York, on part une semaine à Londres, je pars à Paris 15 jours. Donc après, c'est de l'organisation, de la planification, de se dire, bon alors, voilà, nanana. Je vous dis pas que ça, c'était simple, mais on y est arrivé. Et en fait, dans l'idée, si on est logique et qu'on transpose, tu avais déjà un peu un profil d'entrepreneur, là, tout doucement, ça c'est en train de se marquer dans ton parcours. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a cette bascule? Alors bien sûr, il y avait une case marquée à ton jeune âge où tu avais dit « je veux mon entreprise », mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu décides de basculer et tu dis « allez, je vais vraiment être dans la création ». Alors là, en fait, on va rentrer dans l'histoire très très personnelle. Ma maman a eu un accident. Elle s'est fait renverser par une voiture. Alors, elle est toujours vivante. Hein. Elle a eu 3 semaines de coma, 3 mois d'hôpital. Enfin, bref, je vous passe les choses. Et quand elle est rentrée chez elle, elle avait encore vraiment beaucoup besoin de
d'assistance. Je devais l'emmener chez le médecin, chez le dentiste, pour son appareil auditif. Enfin bref, elle était quand même très dépendante, même si elle arrivait à revivre toute seule. Moi, à cette époque-là, j'avais quitté Tsurigeta et donc j'étais entre deux postes. Enfin, entre deux jobs, j'étais en transition, en fait. Et donc, j'avais tout le temps de m'occuper d'elle. Et heureusement que j'étais disponible à ce moment-là pour m'occuper d'elle. Et puis, en fait, au quotidien, elle m'appelait régulièrement, je devais aller la voir tout le temps. Et c'était normal que je m'en occupe. Et je me disais, mais si j'étais salarié, mais jamais je pourrais faire ça. Et j'aurais mauvaise conscience de ne pas m'occuper de ma mère, en fait. Parce que pour moi, elle est plus importante que n'importe quel boulot. Et je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas aujourd'hui chercher du travail parce que je ne peux pas ne plus être disponible pour elle, en fait. Et je me dis, donc, il faut que j'ai mon propre projet, il faut que j'ai ma propre structure pour être libre au cas où il lui arriverait quelque chose. Et c'est comme ça, en fait, qu'est né le besoin de créer une marque et donc, du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui me ressemble, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me manque, de quoi j'ai envie de m'occuper, quel message je veux passer, quelle mission je veux avoir. Et c'est en réfléchissant comme ça, et donc ça part de là en fait, ça part de cet accident de ma maman, voilà, et donc j'arrive à Lacrose avec tout ça. Et donc juste avant de parler de Lacrose, je vais faire une parenthèse en tant que RH et puis un peu observateur du monde du travail. C'est vrai que là où tu as raison, c'est que tu as des compétences et autres, mais tu ne peux pas arriver aujourd'hui en France encore, ou alors que dans certains cas, devant un recruteur et lui dire voilà, j'aimerais juste pouvoir m'occuper d'une personne dans ma famille, dépendant, etc. On a tout de suite, le recruteur, et je dis on parce que des fois ça m'est arrivé aussi, on a tout de suite peur des conséquences, de dire la personne elle va pas être disponible, etc. Il y a peu d'arrangements dans ce sens-là. Donc il faut le souligner, et si ça peut être un message passé au recruteur, c'est que des fois peut-être écoutez et faites un peu d'empathie, mettez-vous à la place et dites-vous si demain j'ai mes parents qui sont dans le même cas, est-ce que peut-être il n'y a pas des aménagements possibles des fois, et on se rend compte aujourd'hui avec le Covid qui nous a obligés avec le télétravail qu'en fait c'est possible quand on veut. Donc je referme la parenthèse, et donc tu as réfléchi à tout ça et est arrivé Lacrose. Alors explique-nous, comment est arrivé Lacrose justement? Alors, j'ai eu besoin de faire un produit vrai, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup le discours marketing, produit naturel, origine machin, etc. Et en fait, on voit les scandales des étiquettes, c'était plus dans l'alimentaire, enfin, le cheval, c'était du cheval ou du bœuf, je ne sais plus, enfin bref. Cheval. Voilà, c'est ça. J'avais acheté une terrine de canard dans une grande enseigne de traiteur, et je vois alors, sur l'ingrédient principal, c'était du cochon. Et je me dis, mais on va où là? Enfin, franchement, j'étais fatigué, je remonte ces discours, je me dis, mais est-ce que c'est possible de consommer vrai, de consommer authentique voilà. Et donc, dans mes réflexions, en disant, voilà, je veux faire un produit vrai. C'est vrai que les produits cosmétiques, forcément, je suis cliente. J'ai eu un spa, enfin, on n'a pas parlé de ça, mais dans mon expérience précédente, j'avais ouvert un spa où j'avais mis des produits cosmétiques où ils étaient forcément naturels, parce que pour moi, c'était important. Donc, je connaissais déjà un petit peu ce milieu. Et puis c'est vrai que les cosmétiques naturels et bio, le marché, il ne faut pas se leurrer, c'est un marché à 2 chiffres. Donc forcément, je n'allais pas faire un marché de la cassette vidéo. Donc voilà. C'est une bonne idée. Donc je te dis, je vais effectivement, c'est un marché porteur, donc je vais creuser l'idée. Le continent africain est important pour moi. J'y vais depuis 20 ans. J'ai découvert plusieurs pays d'Afrique. À chaque fois, je retrouve une énergie folle. Il y a un rapport vraiment frontal avec l'animal, avec la nature, avec l'humain, avec l'histoire, des choses vraiment très, très fortes et qui font ressentir des choses en moi. Donc je voulais mettre de l'Afrique, je voulais mettre du naturel, je voulais mettre du vrai en fait, et je voulais mettre de l'éthique. Parce que c'est vrai que dans les produits cosmétiques, on parle beaucoup de l'origine des produits, on ne parle jamais des personnes qui les fabriquent, ou des personnes qui cueillent, qui récoltent les matières premières. Et j'avais aussi envie de parler des gens, et notamment des femmes en Afrique, parce que ce sont les groupements des femmes qui font tourner le continent, et on ne le sait pas, et donc les mettre aussi à l'honneur. Et donc voilà, et puis j'ai collectionné, en fait, j'ai rassemblé toutes mes compétences en RH, effectivement, en développement commercial, tout ce que j'avais appris chez Tsuri, tous les salons que j'avais faits, etc. Donc j'ai fait un mélange de tout ça, et de là est sorti vraiment un produit, une marque à destination des femmes attentives à leur consommation, attentives à une vie saine, qui ont envie de prendre soin d'elles
en toute simplicité, en toute spontanéité, sans se poser de questions, de se dire d'où ça vient, qui l'a fait, etc. On sait que les matières premières sont traçables, ça vient d'ONG, le packaging il est recyclable, les encres sont végétales, le stockage et la distribution c'est par les Papillons Blancs, une association qui favorise l'insertion sociale et professionnelle de personnes en handicap mental. Donc voilà, il y a des valeurs à chaque étape. C'était important pour moi d'avoir des valeurs humaines, des valeurs environnementales et des valeurs éthiques, en fait. Et c'est vraiment une très très belle image et on invitera les gens à aller sur les notes du podcast pour aller voir ton site. Peut-être une précision, ça me paraît moi évident, mais ça l'est pas pour tout le monde. Lac Rose, ça vient de où ? Lac Rose, ça vient du lac Rose qui est à côté de Dakar, qui est un lac salé dont l'eau change de couleur en fonction du soleil et du vent grâce à une algue qui s'appelle la Dunaliella salina, qui se transforme, qui devient rose avec les UV. Donc le lac est rose entre 11h et 13h souvent. Et c'est un endroit qui m'a vraiment beaucoup impressionné. C'est le premier endroit du monde que j'ai visité, vraiment, et ça m'a époustouflé. C'était mon premier voyage que j'ai fait dans ma petite liste de voyages à l'étranger. C'était le Sénégal, c'était pour le mariage d'une copine dont j'étais témoin, une copine sénégalaise. Et forcément, je suis resté 10 jours. Elle m'a emmené droite à gauche. Et le premier endroit qu'on a visité toutes les deux, elle m'a emmené au Lac Rose. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça magique, en fait. Et c'est resté. Et à chaque fois que je retourne au Sénégal, je vais au Lac Rose. Et donc, quand j'ai eu l'idée de créer une marque de cosmétiques en lien avec l'Afrique, tout de suite, dans mon esprit, Lac Rose est arrivé dans cette orthographe-là, L-A-K-R-O-Z, tout de suite. Et j'ai voulu rendre hommage. Et il y a une de mes coachs qui m'a fait le retour, comme quoi ma marque, en fait, c'est la seule marque de cosmétiques qui a un nom qui existe vraiment, un endroit qui existe vraiment. Tous les autres noms sont des inspirations. Lac Rose, ça fait vraiment référence à un endroit vrai du monde qui existe, etc. Donc c'est l'unicité. L'unicité, voilà, c'est ça. Ouais, c'était important. Et alors, explique-nous peut-être aussi le parcours, le cheminement pour en arriver à une marque qui existe, à arriver à des produits que tu as dans les mains et que tu peux vendre à des clients. Quel a été le parcours et le cheminement ? Parce que c'est vraiment quelque chose qui est déjà entreprendre quand on vend du service, c'est déjà pas évident. Mais alors entreprendre quand on crée des produits, il y a d'autres démarches qui sont plus complexes. Oui, surtout en cosmétique, parce qu'il y a beaucoup de tests réglementaires à faire, à respecter, etc. En fait, au départ, donc, je voulais vraiment faire ce pont entre l'Europe et l'Afrique. Et pour moi, c'était très cohérent de produire directement en Afrique et au Sénégal en particulier. Et donc, j'ai cherché sur Internet des laboratoires au Sénégal. J'ai trouvé une personne, Marianne Ouattara, qui a fait sa marque Farifima Cosmétique à Dakar, qui est burkinabé, qui s'est installée à Dakar, que je suis allé voir sur place. On a co-construit la marque, en fait, parce que je lui ai parlé de ce que je voulais faire. Elle était emballée, on s'est vraiment très très bien entendues toutes les deux. On a parlé des matières premières, elle m'a expliqué, parce qu'effectivement, je n'étais pas non plus experte dans les bienfaits de telle ou telle matière première. Et puis, au moment de se dire, ok, très bien, je vais produire ta collection, ta gamme, elle me dit, bon, ok, ce sont des produits naturels, donc je ne peux pas te garantir que tous tes produits vont être de la même couleur, de la même texture, de la même odeur et qui vont rester stables dans le temps. Et là, je me suis dit, c'est pas possible en fait, parce que si j'envoie ça aux directrices beauté des magazines dans le monde entier et si elles reçoivent un produit qui a tourné, c'est pas possible. Donc elle me dit oui, mais voilà. Effectivement, ils sont pas ISO, donc puis j'avais envie de le faire avec elle, donc je voulais pas aller faire tous les laboratoires du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit tant pis, je vais produire en France. Mais on est restés en contact toutes les deux pour justement faire grandir la marque. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé de produire en France. Ensuite, il fallait que je trouve les packaging. Ça a été aussi épique parce que c'est compliqué les packaging en fait, et j'ai dû faire des choix. Donc j'ai dû faire du plastique, mais du plastique recyclable, mais du plastique. Ensuite, il fallait trouver les matières premières. Donc c'est vrai que j'avais toute une liste de matières premières africaines que j'ai données au labo. Ils en ont trouvé certaines, ils m'en ont proposé d'autres. Et j'ai exigé dans le cahier des charges au moins un ou deux actifs d'origine naturelle africains.
Et pareil, on a conçu la gamme comme ça. Ils ont fait les formulations sur mesure pour la marque. Et puis ensuite est venu le besoin de faire un site internet, de communiquer. Et c'est par le réseau, en fait, je suis très réseau, et c'est par le réseau que j'ai trouvé des personnes professionnelles pour m'aider à créer un site, à commencer à communiquer. Et pendant tout ce parcours, comment on fait pour vivre au quotidien? Parce qu'effectivement, ce que tu expliques, c'est sur une durée qui doit prendre presque pas loin d'une année, je suppose. Plus, j'ai créé la société au mois de septembre 2019 et mes produits sont commercialisés depuis mars 2021, depuis cette année. Donc de septembre 2019 à mars 2021, j'ai cherché les financements et j'ai cherché les fournisseurs. Donc effectivement, c'était la phase de construction. Et comme je disais tout à l'heure, si on n'a pas un conjoint ou des économies, en tout cas un conjoint solide qui dit « Ok, c'est bon, t'inquiète, je m'occupe du reste », c'est vrai qu'on ne fait rien. C'est vrai que c'est compliqué. Et c'est comme ça que je peux aujourd'hui faire mon projet, parce que j'ai un soutien familial fort. Et tout le long de ce parcours qui est semé d'embûches, là on peut le dire, où des fois on attend une réponse et on a une réponse négative, et puis après on attend une autre réponse et celle-là elle n'est pas négative mais elle est en attente. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis c'est trop difficile, je vais arrêter? Est-ce qu'il y a eu ce moment dans ta tête? Non, jamais. En fait, je me suis dit, à chaque fois qu'il y avait des problèmes, je me dis, je ne peux pas m'arrêter, je suis trop avancé, je ne peux pas m'arrêter aujourd'hui. Parce qu'effectivement, les recherches de financement, c'est long, c'est compliqué, on entend tout et son contraire, mais non, en fait, j'ai jamais douté. Je suis très très bien entouré, que ce soit par la CCI, par la Ruche de Tourcoing, par les organismes aussi de la région Hauts-de-France, par BPI, par Business France. Enfin, il y a énormément de structures qui aident et qui sont extraordinaires. Non, j'ai jamais douté en fait. Parce que je le veux et que je suis décidé à aller jusqu'au bout. Et là, aujourd'hui, j'ai mes produits. Donc, mais non, je me suis jamais dit, bon, on va laisser tomber. Jamais. Et en termes d'émotion, est-ce qu'il y a eu un ou deux moments où il y a eu des choses qui t'ont fait dire, wow, l'émotion, soit positive, soit à l'inverse, oh punaise, et même pas forcément l'envie d'arrêter, mais au moins une émotion plein. Je pense que quand on est entrepreneur, c'est comme ça. En fait, alors j'adore ce que je fais parce que c'est effectivement j'ai créé mon métier, j'ai créé mon environnement, et je vis aujourd'hui ce que j'ai vécu avec Tsuriketa. Je parle beaucoup de lui, mais il a aussi beaucoup changé ma vie parce que je suis dans un environnement international, un environnement de création. Voilà, je développe une marque, c'est du concret, c'est des belles valeurs, donc j'adore avoir créé mon écosystème. Après, c'est sûr que c'est compliqué, c'est angoissant, parce que financièrement, voilà, c'est difficile. Je me suis fait accompagner par un préparateur mental, pour justement trouver les bons leviers. Il m'a beaucoup appris sur la respiration, sur la gestion des émotions, sur le discours interne. Et pareil, là, ça m'a aussi énormément apporté pour repartir et de se dire non, ça va marcher, c'est sûr, ça va marcher. Mais c'est vrai que dès que j'ai eu mes produits, concrètement, c'était très bizarre. J'ai eu besoin vraiment de me sentir, d'être aidé pour repartir, parce que là, je commençais vraiment à me dire « Oh, ça y est, oh, mon Dieu, j'ai un stock de 200 000 €, qu'est-ce que je vais faire si ça ne marche pas, oh là là, etc. » Et là, effectivement, la préparation mentale, et vraiment, je conseille à tous ceux qui ne savent pas trop où aller ou comment y aller, en tout cas, de se prendre un préparateur mental, c'est extraordinaire. Et un point important, tu l'as dit au début, tu es sur un marché important, la cosmétique, où il y a vraiment des enjeux forts. Donc effectivement, l'avantage, c'est que quand on marche bien, il y a des vrais débouchés, mais il y a aussi beaucoup de concurrence. Et je pense que je peux le dire parce qu'on en a déjà parlé, mais tu te retrouves des fois face à des groupes, des clients où ils sont à 3-4 pour, entre guillemets, t'auditer, ils sont à New York et toi tu dois leur faire une présentation, tu as 5 minutes pour convaincre. Et donc là, effectivement, c'est là où sert vraiment beaucoup le préparateur mental.
Oui, oui, oui. Et puis aussi, l'expérience aussi, effectivement, et puis tout l'accompagnement qu'on peut avoir. Je sais demander de l'aide aujourd'hui, c'est quelque chose que j'arrivais pas forcément à faire il y a quelques années, mais je sais demander de l'aide parce qu'effectivement, il faut faire un pitch en anglais devant un distributeur américain. Et un pitch en anglais, c'est pas un pitch en français, c'est parce que c'est pas les mêmes règles, c'est pas le même timing, c'est pas les mêmes critères. Alors, oui, le préparateur mental, en fait, c'est vraiment pour gérer les émotions et de se dire, et de repartir et de se dire, oui, en fait, c'est moi qui vais y arriver parce que je suis forte, je suis persévérante, je suis réaliste. Et en fait, c'est ce discours intérieur. C'est des routines, en fait. Et il m'a appris à avoir des routines tous les matins, tous les soirs, à faire des exercices de cohérence cardiaque, de discours intérieur. Et c'est vrai que je suis beaucoup plus sereine maintenant. Je vois les choses beaucoup plus clairement. Je prends les choses avec beaucoup plus de recul. Alors, je ne dis pas que je ne suis pas stressée de temps en temps. Évidemment, je ne dis pas qu'il n'y a rien qui me contrarie. Non. Malgré tout, je prends les événements tels qu'ils arrivent et j'arrive à avoir le positif et de se dire, bon, allez, ok, c'est pas grave, on verra demain. Ou alors, on va trouver une solution. C'est moins bloquant. Enfin, c'est plus bloquant, en fait. C'est en ça que je trouve ça extraordinaire. Il n'y a plus rien de bloquant. Il n'y a plus rien de stressant vraiment fort, quoi. C'est important de le rappeler que le préparateur mental aide à travailler le cerveau. Quand une émotion survient, on parle mieux à son cerveau une fois qu'on a travaillé avec un préparateur mental pour dire là, est-ce que ce que tu ressens, est-ce que ça doit dominer ton cerveau ou pas? Et en fait, on travaille avec beaucoup d'exercices et autres, mais c'est important de le rappeler parce que tu as totalement raison, on en parle beaucoup dans le sport. Oui. On parle très peu dans les entreprises et encore une fois, c'est toujours le même discours pour ceux qui m'écoutent maintenant, c'est le lien entre le sport et l'entreprise. Il y a pas un lien si éloigné l'un de l'autre. Non, c'est la visualisation aussi. C'est visualiser l'objectif, et tout faire pour y arriver. Et quelles que soient les embûches, on y va. Et si tu devais parler de réussite, on a parlé d'émotion, on a parlé de difficulté, si tu devais parler de réussite, tu me parlerais de quelle réussite? Alors, je parlerais de l'Acrose, une belle réussite commerciale, une réussite économique, une réussite sociale. J'ai dans l'idée de créer des ateliers cosmétiques au Sénégal dans quelques années pour former les femmes, pour élargir la gamme, et puis pour montrer aussi que la qualité de la production, elle est la même, que ce soit à côté du lac Rose ou à Brest. C'est vraiment concrétiser ce pont entre l'Europe et l'Afrique et montrer que voilà qu'on est tous qu'on vit tous sous le même soleil, qu'on respire tous le même air et qu'on est tous pareils et qu'il y a des très belles choses partout et qu'on peut travailler avec tout le monde, quel que soit l'endroit de la planète en fait. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment fonctionne ton business aujourd'hui? Est-ce que c'est du local? Est-ce que tu vends à l'international? Et comment ça se développe pour le moment? Alors aujourd'hui, donc l'Acrose depuis le mois de mars est référencée sur le site de Nocibé, nocibé.fr. On est aussi référencé sur un site russe, identicos.ru, qui est le plus gros distributeur de cosmétiques en Russie. On est vendu en Guadeloupe grâce à des distributeurs. Et on est également vendu sur des sites B2B, ça s'appelle labeautéfrançaise.com. Et en B2C sur le site, sur la boutique, en France, en Angleterre, un peu partout. Et on a parlé d'émotion, on a parlé de réussite. Le premier envoi, le premier colis qu'on envoie, ça fait quoi? On est comme un enfant qui... Oui, surtout que je ne connaissais pas la personne. Donc effectivement, ça fait déjà très plaisir de voir que quelqu'un adhère aux valeurs, a envie de découvrir la marque, parce qu'effectivement, une marque de cosmétiques qu'on ne connaît pas, uniquement vendue dans le digital, parce que pareil, le Covid a fait que j'ai dû réorienter ma stratégie. Oui, forcément, ça fait plaisir. Et puis, ce qui fait plaisir aussi, c'est qu'il y a des clients qui recommandent, qui ont fini leur flacon de crème de jour et qui en rachètent une. Et mes distributeurs en Guadeloupe, ils ont fait une deuxième commande. Donc c'est vrai que c'est très très satisfaisant. Ouais.
Et en termes de prise de conscience et de découverte, le fait d'être maintenant devenu réellement entrepreneur, même si pendant très longtemps dans ta carrière, tu as mené ta carrière comme un entrepreneur, comme une entrepreneuse, quelles sont les prises de conscience ou les découvertes dont tu pourrais nous faire part ? Il faut garder son cap, quoi qu'on nous dise. Parce qu'il y aura toujours des gens pour dire « Ah, mais t'es sûr ? Ah, mais non, mais ça, non, j'y crois pas. Ça va pas marcher. » Ce sont souvent des gens qui créeront jamais, qui sont salariés et qui savent pas ce qu'on traverse. Et c'est garder son cap, vraiment quoi qu'il arrive, et ne pas non plus trop s'enflammer sur des petites choses, en fait. Quelqu'un qui vous dit « Ah, mais ce que vous faites, c'est génial, mais on va absolument... » J'ai eu la même chose au recrutement. Il faut absolument qu'on travaille ensemble, c'est extraordinaire. Quand il y a trop d'enthousiasme, j'ai d'expérience, ça marche jamais. Et donc, il faut éviter de s'enflammer, de se dire « Bon, ok, je vais quand même répondre, très bien, et on verra. C'est pas forcément ma cible, on verra. » Et voilà, mais c'est garder sa direction et ne pas en changer et ne pas écouter les conseils des uns des autres, parce qu'il y a toujours des commentaires, il y a toujours des avis de personnes dont on n'a absolument rien demandé et qui nous donnent quand même leur avis, donc qui connaissent rien de ce qu'on a fait, de ce qu'on a traversé, mais ils ont un avis. Et surtout, pas les écouter et tracer sa route. Alors comme tu l'as dit tout à l'heure, être entrepreneur, c'est avoir la liberté de choisir à quel moment on travaille ou pas, mais on travaille beaucoup. Et quelle est l'activité que tu as en soupape ou les passions que tu as en soupape pour respirer un peu, parce que c'est important d'en parler. Souvent, quand on crée son entreprise, on se coupe de ses passions, on fait plus de sport, on fait plus rien, on fait que la boîte, et c'est souvent une erreur. Donc, est-ce que tu veux bien partager sur une chose que tu fais pour respirer justement un petit peu? Alors, ce que j'ai fait qui a changé ma vie, c'est que j'ai enlevé mes notifications sur mon téléphone mail. Parce que donc j'ai 4 boîtes mail, j'avais 4 sonneries différentes, une par boîte mail forcément, pour savoir, ah bah tiens, ça c'est le boulot, ah bah tiens, ça c'est perso, ah bah tiens, ça c'est machin. Et en fait, j'ai arrêté. Et rien que ça, déjà, on est beaucoup plus présent dans le présent, quand on fait du sport, enfin je fais du sport, je fais de la cuisine, enfin bref. Et en fait, rien que ça c'est bête, hein, mais on n'a plus l'esprit qui est... avec tous les spams qu'on reçoit en plus, donc du coup ça n'arrêtait pas de sonner. Et j'ai arrêté, et franchement, c'est magique. Donc j'y vais régulièrement, forcément, je regarde, je consulte très, très régulièrement les mails quand je ne suis pas au bureau. Mais malgré tout, j'ai l'esprit beaucoup plus sain et beaucoup plus reposé. Après, je fais du sport, et puis j'aime beaucoup faire la cuisine aussi, donc la pâtisserie en particulier. C'est pour ça que je fais du sport d'ailleurs, mais c'est pour faire autre chose. Ouais. D'accord. Et si on devait parler de perspectives, t'en as un peu dévoilé en disant les ateliers au Sénégal, mais quelles sont les perspectives, on va dire peut-être même à court ou moyen terme pour la Croze? Alors là, je suis en train de refondre déjà toute la communication. On fait des nouveaux visuels avec un photographe la semaine prochaine. On va revoir le site. Donc là déjà, ça va. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. L'année prochaine, je voudrais ouvrir la gamme, donc faire de nouveaux produits. Un sérum pour les yeux, un gel douche, un shampoing, etc. Et dans 2 ans, effectivement, atelier au Sénégal. Une gamme masculine aussi que j'aimerais faire. Une gamme pour enfants aussi, pourquoi pas. Mais là, je vais me concentrer effectivement sur le développement commercial en région Hauts-de-France, en région Île-de-France, à l'international. Et après, effectivement, ouvrir la gamme de produits. D'accord, donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour s'ouvrir à t'accompagner dans le développement ou à ouvrir leur business pour justement accueillir la Croze, ils prendront contact directement via le site, hein, il y aura le moyen de prendre contact. Avant de terminer, si tu croises quelqu'un, ici à La Ruche, on est avec plein d'entrepreneurs qui se posent encore des questions sur ce qu'ils veulent faire, quels seraient ou les conseils ou les partages, parce que c'est vrai que des fois les conseils c'est pas toujours bien avisé, mais en tout cas le partage que tu pourrais faire à la personne pour qu'elle puisse se dire, ou que tu puisses lui dire, allez vas-y. Ce serait quoi les conseils ou les partages? Alors déjà, c'est être hyper motivé par son sujet et son activité. Et s'y concentrer à 100%. Au début, comme quand la Croze ne démarrait pas, j'avais pas encore mes financements, j'ai pris une activité à côté. Et du coup, j'avais 2 métiers. Et ça, c'est une grave erreur, en fait. On ne peut pas faire 2 métiers en même temps. C'est pas possible. On fait mal les 2. Donc, vraiment, en fait, en clair, ne pas avoir de plan B. Faire son plan A. Uniquement faire son plan A. Parce qu'il n'y a que le plan A qui va marcher. Et ça marchera. Si on est déterminé, si on est motivé, si on garde le cap.
Ensuite, effectivement, pas écouter tous les conseils de tout le monde. Et savoir aussi s'entourer. Savoir se faire aider, savoir demander de l'aide aussi. C'est-à-dire, là, je ne sais pas faire. Voilà. On ne peut pas être bon partout. Et il y a des structures d'accompagnement. Alors, c'est vrai qu'on parle de la région Hauts-de-France, là, qui sont absolument extraordinaires. Je parle à CCI, Business France, BPI, etc. C'est vraiment incroyable, vraiment, mais incroyable. Ces gens qui peuvent nous aider et à nous faire grandir. Alors, il y en a certainement dans les autres régions aussi, hein, mais voilà, la région Hauts-de-France est très bonne là-dessus. Et voilà, c'est savoir être accompagné, bien s'entourer et garder son cap. Ok. Merci beaucoup, Alexandra. Merci pour ce partage, ce voyage qu'on a fait aussi avec toi. Moi, j'adore ça, le fait de voyager aussi en même temps. On a été transporté au Liban, on a été en Afrique et on a voyagé aussi dans ton parcours professionnel. Donc, merci pour tous ces échanges. Et puis, les gens qui sont intéressés par l'idée de découvrir tes produits, ils iront sur le site Lacrosse, ça sera dans les notes du podcast. Très bien, merci beaucoup. Merci, Alexandra. Merci. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Alexandra. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule « Loin de chez soi ». Il est disponible sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et bien d'autres. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien.